Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Salut, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien en ce week-end ensoleillé sur Lyon. Et on est sur Radio Canu, bien sûr. Donc juste avant, vous avez écouté l'émission du coup d'Amy, Le Petit Bazar. Et puis là, maintenant, c'est l'heure de Transculture avec comme invité. Et j'ai le privilège de recevoir Tata Manulida. Salut Léa. Comment tu vas ? Ça va, écoute, il fait beau, il fait bon. Et je ne travaille pas. C'est le week-end, c'est cool. Oui. Mais tu peux travailler. Oui, je travaille demain, donc okay, c'est pour ça que je disais, je travaille pas, c'est cool. C'est vrai que moi j'ai un boulot qui est plus de semaines. Donc du coup, Tata Manulida, c'est qui et quels sont tes pronoms ? Ok. Alors moi déjà, personnellement, je m'appelle Manu. C'est mon prénom et mes pronoms c'est elle. Je te disais juste avant que j'utilise également, et il y a très peu de gens qui le savent, Yel, parce que c'est compliqué d'être reconnu en tant que personne non binaire quand on est transfemme. Du coup, la plupart du temps, j'utilise le féminin et je m'y suis habituée. Mais c'est vrai que si quelqu'un veut jeter un Yel dans la bataille, je serais pas mécontente. Et du coup, pourquoi Tata Manulida comme nom de drague ? Alors pourquoi Tata Manulida ? En fait, c'est composite, c'est venu par étapes. Il y a d'abord le nom Manulida qui est apparu de manière très simple parce que je suis une grande fan de Dalida. Et que quand mon personnage de drague est apparu petit à petit, en fait, il a eu une naissance progressive. Un des moments clés, ça a été un moment où j'ai tourné un clip de lip sync sur Mourir sur scène de Dalida. Okay. Et Tata, c'est parce que je veux un peu rendre hommage à cette figure que je trouve qu'il y a une figure queer importante, la figure de la Tata, de en fait la femme trans ou cis, j'allais dire tris, trans ou cis, peu importe, la femme âgée, célibataire, heureuse et un peu exubérante, hors des normes de la société et libérée des carcans. Je vois. Et comment tu as découvert le drag ? Alors, en vrai, c'est une très très bonne question. Quand j'ai lu ton questionnaire tout à l'heure, je me suis vraiment posé la question parce que ça fait partie des choses que j'ai toujours su qu'il existait. C'est-à-dire que c'est un peu comme le fait que les personnes trans existent. J'ai toujours su que ça existait, même en n'ayant pas conscience que c'était quelque chose de confidentiel, de peu répandu. J'ai un peu toujours su que le drag existait, qu'il y avait des personnes qui, donc souvent des hommes, et qui se grimaient et qui se maquillaient pour prendre des personas de femmes. Mais j'ai vraiment découvert et j'ai fait ma culture, et je pense que j'ai encore beaucoup de culture à me faire sur le tard. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes, j'ai été très longtemps au placard. J'ai été au placard jusqu'à mes 30 ans. Donc j'en ai 36 aujourd'hui. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai été au contact de drag queen quand j'étais en Australie, dans des bars, des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment, j'avais jamais regardé, même j'ai très peu regardé RuPaul, par exemple. Et j'ai vraiment, en fait, commencé à me cultiver sur le drag et me renseigner dessus quand j'ai commencé à en faire. C'était en 2021. Et je trouve que ton personnage de drague, en tout cas dans ce que je vois sur les photos ou les vidéos que tu as pu mettre sur ton Instagram, c'est un drag très queer.
très non-binaire, finalement, très fluide, je trouve. Ouais, c'est assez marrant que ça prenne ça, ce côté-là. En fait, au début, donc quand j'ai commencé à faire du drag, j'étais encore au placard. J'étais encore... je savais que j'étais pas tout à fait cis, sans exactement savoir quelle était mon identité. Et à partir de ça, j'ai utilisé le drag pour explorer la féminité. Et ça m'a donné des armes pour comprendre que je suis une femme non-binaire. Et depuis que j'ai transitionné, j'ai voulu garder cette chose. En fait, avant de transitionner, j'avais une moustache. Une moustache guidon dont je prenais grand soin. Et très sincèrement, si je pouvais être vue comme une femme avec une moustache, j'aurais encore une moustache. Mais du coup, mon drag a cette moustache que je dessine. Et c'est une volonté, que ce soit un personnage très genderbender, en fait, qui par moments peut tirer vers la masculinité, d'autres moments peut tirer vers la féminité. C'est ça je trouve qui est intéressant dans ton drag, justement. Et je voulais savoir à peu près combien de temps tu mets pour te maquiller, tout ça, pour ton personnage. Enfin, d'ailleurs, est-ce que... Enfin, je vais venir sur la personnification, mais combien de temps tu mets à peu près pour la partie make-up ? La partie make-up, c'est 2 heures. Ouais. Clairement, j'ai gagné en skill parce qu'à une époque, je mettais 3h30. Oui, maintenant, je mets 2 heures montre en main, le temps d'installer et de ranger. Et les tenues, est-ce que je sais qu'il y a des drags qui les font elles-mêmes et des fois c'est... comment ça se passe pour les tenues ? Alors pour les tenues, je suis une grosse feignasse, donc je ne fais rien moi-même. J'ai quelques éléments de costume qui ont été faits par ma copine Lulu, qui a été une grande alliée dans ma découverte du drag et de ma transidentité, et qui est la première personne à m'avoir maquillée et qui m'a un peu appris des tips pour me maquiller, et après j'ai appris le reste toute seule. Et elle m'a fait notamment un superbe, pas une coiffe, mais une espèce de je sais pas comment décrire ça, mais de collerette. Oui, voilà, c'est une collerette en plume qui est superbe. Mais sinon, je dois avouer que je suis plutôt du genre drag queen Emmaüs. Donc je farfouille Emmaüs Vinted maintenant. Je suis en gros renouvellement de ma garde-robe parce que j'ai changé. Et je refais au fur et à mesure. J'aimerais bien avoir des pièces un peu plus élaborées et tout ça, mais je travaille avec un très petit budget, faut dire ce qui est. Donc en général, le costume va pas être la partie principale de mon drag. Je vais mettre des choses marquantes, mais par exemple, dans mon drag, je mets pas de prothèse. Je mets pas de fausse poitrine, je mets pas de fausses hanches, fesses, ce genre de choses. Je compte plus sur mon visage, sur mon expression et sur ce que je raconte. Et parce que j'imagine que que Tata Manilida, c'est aussi ce que tu vas aussi montrer sur scène aussi. J'imagine. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Même si j'ai fait pas mal cette dernière année de photoshoot qui alimentent mes réseaux sociaux, j'avais, c'est vrai, pris une bonne pause de scène, mais pour moi, le drag, c'est avant tout un art de scène. Il y a le maquillage qui est très important, le costume peut être très important, mais en fait, chaque drag, que ce soit drag queen, drag king, drag queer, a son propre focus. Et moi, mon focus, il n'est pas sur le costume. Peut-être parce que je suis un peu feignasse. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde visualise la scène. Et moi, du coup, pour la scène, je me concentre sur ma performance et ce que j'ai à dire. Et du coup, je voulais venir à la question, est-ce que pour toi, le drag, c'est une personnification comment dire,
comment dire ça ce que là j'ai mis sur ma question, est-ce que c'est pour toi, est-ce que pour toi le drag c'est une personnification de ce que l'on ressent et de ce que l'on aimerait être, ou ou je sais pas comment trop poser cette question, mais non, mais je vais essayer de reformuler. Est-ce que le drag, en fait, comment on choisit c'est ça. Les traits de caractère, les éléments importants de notre drag? C'est là où je voulais en venir. Voilà. Moi, ça s'est fait assez organiquement parce que je pense que c'est ce que j'avais envie de raconter. Et dans un premier temps, ça a été l'exploration de la féminité. Et puis ensuite, une fois que j'ai transitionné, c'était plus un sujet pour moi. Donc ça a été l'exploration d'un entre-deux de genre, mais aussi assumer mon côté poète blagueuse, que j'aime beaucoup. Et sur scène, voilà, je fais pas mal de performances avec des textes que j'écris qui parlent de mon vécu, qui parlent de mon histoire personnelle, de mon enfance en tant qu'enfant harcelé, de ce que c'est que de grandir en dehors des normes de genre et tout ça, quoi. Okay. Et du coup, depuis, tu fais partie d'un collectif drag, c'est ça, qui s'appelle le titre Drag Barret. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ça, c'est le collectif Titre, en fait, qui organise ce qu'on a appelé un drag barret, parce que j'aime beaucoup les jeux de mots. J'aime l'humour. C'est en fait, à la base, c'était moi qui organisais un drag barret en tant que Tata Manulida et qui a invité un certain nombre d'artistes drag que j'apprécie beaucoup. Et en fait, on s'est vraiment super bien entendu sur cette première date qui avait eu lieu en 2023 à Boscop, qui est une galerie dans le 7e arrondissement de Lyon, galerie associative. Et on s'était vraiment très bien entendu, et du coup on avait réitéré un peu, j'avais rassemblé les troupes pour un shooting photo, et à partir de là je me suis dit on a quand même une bonne alchimie tous ensemble, montons-nous en collectif. J'ai pas envie en fait je préfère avoir une soirée collective organisée par un collectif que ma soirée à moi. Ouais. Et du coup, depuis, on a organisé 3 autres dates, si je dis pas de bêtises, ou 3 autres dates qui ont eu lieu au Théâtre de l'Élysée en 2024 et 2025. D'accord. Est-ce que vous avez fait partie du FACT aussi, FACT Festival? On n'a pas fait partie du FACT. Pour faire des prestations dans le cadre du FACT Non, on n'a pas été en contact, même si le FACT effectivement est au Théâtre de l'Élysée. C'était quelque chose de séparé, et on n'est pas que des artistes trans dans le collectif, mais on est quand même une grosse majorité. D'ailleurs, vous êtes combien dans le collectif? Alors dans le collectif, actuellement, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. On était plutôt plus nombreux que au début, mais après les chemins de vie font qu'on se retrouve à 5 maintenant, dont 2 personnes qui ne performent pas, qui sont là par amour du drag, de l'organisation de l'événement, qui nous soutiennent beaucoup, qui nous permettent vraiment, nous artistes, de nous concentrer sur l'artistique. Et d'ailleurs, comment ça se passe pour aller trouver des dates, trouver des salles pour performer Pour trouver des salles, t'envoies des messages, t'essayes de rencontrer les bonnes personnes, tu comptes sur les contacts de l'une ou l'autre, tu essaies de remuer les arbres, tu vois ce qui tombe, voilà quoi. Là, du coup, on devait avoir une date en juin au Théâtre de l'Élysée, mais le Théâtre de l'Élysée a moins de subventions parce que les coupures budgétaires, tout ça. Ouais. Du coup, ils ne font plus d'événements le week-end. Du coup, on ne sera pas au Théâtre de l'Élysée en juin, donc on est en recherche d'un lieu à partir de la saison prochaine, et on a peut-être une piste. Je peux pas en dire plus, mais on a peut-être une piste. Donc à suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine. Exactement.
je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec le titre Supernature de Seron. J'adore. Donc du coup c'était Seron et le titre Supernature. Et nous sommes toujours avec Tata Manolida. Ça va ? Ça va toujours. Et on va continuer sur la deuxième partie de l'émission. Alors du coup on a parlé de ton drag et on va parler maintenant de transdressing du coup. Mm-hmm. Et ensuite de ton métier en tant que comédienne. C'est un métier passion ou c'est un métier ou c'est quelque chose que tu aimerais faire Du coup, on parle dans quel ordre Allez, d'abord la comédie. D'abord la comédie, du coup. Bah oui, c'est un métier passion. Moi, je me suis réorientée là-dedans à
34 ans, je crois, c'est ça ? 33, 34, 33. Parce que j'ai fait plein d'autres choses avant. En fait, j'ai un historique en zigzag professionnel. J'ai fait de l'informatique, j'ai fait de la communication, j'ai fait beaucoup de restauration. Et du coup, c'était en 2020. Hein. C'était l'année du Covid, la superbe année qu'on connaît. Vu que j'étais en restauration, on est resté fermé pendant plus de 7 mois. Ouais. Et pendant 7 mois, je me suis quand même vachement fait chier et je me suis dit, c'est l'occasion de tester un truc, tester quelque chose que j'aurais pas encore fait. Et du coup, je me suis inscrite à l'audition d'une école de théâtre qui s'appelle Aransen, qui est à Lyon 7e. Okay. Et j'ai passé l'audition, je me suis entraîné, j'ai préparé une scène avec des copines qui sortaient de l'école. Que j'avais rencontré autour du drag d'ailleurs en fait avant même d'en faire. Elles jouaient une pièce qui parle de drag, donc c'est un peu spécial, elles font pas du drag mais elles jouaient une pièce qui parle de drag, et du coup j'ai eu l'audition et du coup j'ai quitté le Biéristan où je travaillais, qui fête ses 10 ans aujourd'hui d'ailleurs. Moi j'y serai ce soir. Et j'ai entamé une école, donc j'ai entamé 3 ans en école de théâtre. Et clairement, c'est de toute façon, souvent dans l'art, on parle de métier passion. C'est un terme qui fait un peu grincer des dents. Oui, pardon. Non, t'inquiète. Non, mais parce qu'il est vrai en même temps. Mais c'est vrai qu'en fait, le côté passion permet souvent de justifier des conditions précaires et des abus du milieu. Parce que en fait avec le régime intermittent du spectacle et autres, c'est un régime qui donne de la sécurité qui est quand même assez exceptionnel, mais en même temps tant que tu l'as pas, t'es vraiment uniquement dans la galère parce que tu n'as pas d'autre source de revenus que ce que tu arrives à booker comme job. Et puis en fait ça fait qu'on est souvent obligé justement pour avoir l'intermittence d'accepter des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, que ce soit des spectacles qui racontent des choses avec lesquelles on n'est pas en accord, ou même des traitements. Ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça, mais c'est un métier passion. Je suis très contente d'avoir fait cette école, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant comme boulot, quoi. Parce que du coup, à ta sortie du coup de l'école, comment ça se passe après? C'est à toi de chercher une compagnie ou c'est comment en fait après? Oui, 100%. Ouais. Alors, j'ai la chance qu'à Aransen, on ait eu des accompagnements pour la professionnalisation. En fait, moi, c'était la 3e année, qui est une année de professionnalisation que tout le monde ne fait pas. Et dans cette 3e année, il y a un cours qui est dispensé par le directeur de l'école, qui s'appelle Entrepreneuriat culturel, qui permet aux personnes qui le veulent d'être accompagnées pour le montage de leur propre compagnie, de leur structure. Donc c'est quand même... Donc moi j'en ai pas monté, mais j'ai suivi le cours parce que ça m'intéressait. Il y a des personnes de ma promo qui ont monté des compagnies. Mais sinon, à part ça, effectivement... l'école te donne des compétences parce que tu suis un apprentissage, te met en relation avec des personnes parce que en fait au cours des deux premières années et même en 3e année, en début de 3e année, il y a des spectacles mis en scène par des professionnels extérieurs à l'école. Okay. Du coup ça donne des premiers contacts si tu veux, ça permet de commencer à se faire un agenda, un répertoire. Mais à part ça, oui, faut se débrouiller, faut répondre à des auditions, à des castings, tout ça, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça se passe pour toi en ce moment sur l'aspect théâtre? Mal. Non, mais en fait, je me suis retrouvé un peu dans une situation inextricable qui est que j'ai eu la chance de pouvoir toucher le chômage pendant que je faisais l'école. Ouais. Mais je suis arrivé en fin de droit à la fin de l'école. Et du coup, il me fallait une source de revenus. Et je n'avais pas booké En fait, en plus, j'ai fait un burn-out et une dépression en 3e année de l'école.
Donc j'ai été pas super active sur ma 3e année, qui est censée être l'année de transition où tu commences à te faire du réseau, essayer de voir des gens et tout ça. Moi, j'ai pas été super active sur cette année parce que j'ai essayé de prendre soin de ma santé mentale. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé un peu au pied du mur, et du coup, j'ai pris un boulot alimentaire. Et me voilà 8 mois plus tard, toujours dans ce boulot. J'ai quelques petits projets quand même de théâtre, mais c'est assez difficile de jongler parce que je fais un travail qui est assez physique, je fais du ménage, je suis fatigué et en même temps j'ai des problèmes de dos parce que c'est super la loi des séries. Du coup, je me retrouve à avoir mal au dos en faisant du ménage, à être fatigué et à me dire ouais, mais si je fais pas de projet artistique, j'ai pas l'impression de vivre. Donc je suis un peu dans une impasse en ce moment, mais qui devrait bientôt se débloquer selon différentes réponses administratives que j'aurai. Bon, en tout cas, on croise les doigts. Et puis surtout, voilà, si vous nous écoutez et puis que vous êtes une compagnie de théâtre qui souhaiterait, qui aurait besoin de personnes pour une pièce, n'hésitez pas. Let's go. À fond. Et voilà, je vais faire une petite coupure musicale avec du coup Fox Stevenson et le titre Like That, histoire de se désaltérer un peu, et on revient tout de suite sur Radio Canu 102.2 FM. Ok. So look busy, youngs come back, got the keys to the city. I'm knee-jerking, black coffee slurping. We're all screwed up, but the world's still turning. I hug my demons, I fist bump Jesus. I thank Poseidon for a sweet surf season. When I arrive, it won't be pretty. From Moscow to the great Mississippi. So I reckon in 21 seconds I'm about to blow this thing straight to the heavens. Still stressing, still second guessing. Paid my price but learned no lesson. So cold, my heavyweight soul, so weighed down by the things that I know. And all told, I got too bold. Heart of gold, no, I do it like that. Like that. I do it like that. Like that. Space wizards, Hollywood blizzards, cheated at cards with Illuminati lizards. From Indiana out to Valhalla, they know my name cause nobody does it better, yeah. It's strange but I don't mind, I drive off the edge of the earth to kill time. The storm's coming, you better get running. Wherever I am, I'm starting up something. I reckon in 21 seconds I'm about to blow this thing straight to the heavens. Still stressing, still second guessing. Paid my price but learned no lesson. So cold, my heavyweight soul, so weighed down by the things that I know. And all told, I got too bold. Heart of gold, no, I do it like that. Like that. I do it like that. Like that. Like that. You gotta choose your battles and make them mean something. Sing great songs, keep that heartbeat bumping. When all else fails and you can't let go, a tinfoil hat does more than you know. So cold, my heavyweight soul, so weighed down by the things that I know. And all told, I got too bold. Heart of gold, no, I do it like that. Like that. I do it like that. Like that. Like that. Like that. My price but learned no lesson. Like that. I do it like that. Et donc, c'était Fox Stevenson avec le titre Like That.
Et on est toujours sur du Canu, c'est toujours Léa de Transculture, accompagnée de Data Manulida qui est en studio. Voilà, le petit verre d'eau a fait du bien et on reprend avec du coup la suite de cette superbe interview. En tout cas, je suis très contente de te recevoir, comme je disais. Merci. Et du coup, on va parler du coup du transdressing. Pourquoi est-ce alors du coup, peux-tu nous expliquer ce que c'est et pardon, ça va aller. Et c'est ce qui fait un peu chaud dans les studios de Radio Canu. Pourquoi est-ce important d'en organiser? Ok. Alors le transdressing, c'est un événement qui est né à la base avec donc c'était moi et mon amie Lucie Babayan qui gros big up, personne incroyable, qui vraiment c'est son idée à la base. Il m'a dit écoute, maintenant que je transitionne, j'ai plein de fringues femmes qui me servent plus. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil? Et moi je lui ai dit ça tombe bien, moi j'ai plein de fringues masques qui me servent plus. Bon, il s'est avéré qu'on n'avait pas exactement les mêmes styles, donc on n'a pas tant puisé dans les garde-robes l'une de l'autre. Mais je lui ai dit, écoute, je pense que cet acte d'échange transmasque, transfemme, de solidarité, je pense qu'il est hyper important pour une transition, parce qu'on a besoin de... Enfin, je sais pas comment c'était toi en début de transition, mais moi j'ai eu besoin d'expérimenter beaucoup, d'explorer le vestimentaire pour me trouver. Et du coup, j'ai proposé à Lucie qu'on organise un événement qui a été il y a 2 ans maintenant. 2 ans, peut-être 3. Non, c'est 2. Et ça, on devait faire qu'une édition. Ouais. Et ça a eu tellement de succès, on a eu tellement de dons de vêtements qu'à la fin de la journée, on s'est dit on ne peut pas juste se débarrasser en donnant tous ces vêtements. Stockons et faisons-en un événement récurrent. Et du coup, ça fait 2 saisons entières qu'on en fait au moins un par trimestre au Café Rosa à Lyon 7. Et du coup, où est-ce qu'on... Enfin, s'il y a des personnes qui nous écoutent, et si aussi de mon côté, je sais pas si je connais des personnes qui pourraient donner des vêtements, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut vous les donner? Alors, c'est un cas un peu... en fait, pour la prochaine édition, qui a lieu le 1er juin, on ne prend pas de dons de vêtements. Okay. Parce qu'on a un gros stock de vêtements. Et en fait, le Café Rosa est en cours de changement de collectif. Donc, on ne sait pas encore qui est le nouveau collectif qui va reprendre le Café Rosa. Et on ne sait pas encore si nous, le transdressing, on pourra continuer à stocker les vêtements au Café Rosa. D'accord. Donc, l'objectif du 1er juin, il est de réduire les stocks. Donc, venez les mains vides et prenez un max de choses. Ok. Ouais, c'était plus au cas où s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour en donner, qui ne savent plus trop quoi en faire de leurs vêtements. Là, il faudra... je sais pas pour l'instant, on verra la saison prochaine comment on fait. On a besoin d'avoir des discussions, parce qu'en fait, si on doit stocker ailleurs, ça change toute notre logistique, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra organiser un transport. Ouais, c'est tout autre chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quel est l'avenir du transdressing. Raison de plus pour venir le 1er juin. Eh bien, je relayerai sur l'Instagram de Transculture. C'est bon. Trop bien. Et il me semble que vous avez un compte Instagram sur Transdressing. Ouais, c'est ça, c'est transdressing.lyon, si je ne m'abuse. C'est ça. Ok, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et puis à suivre toutes les infos de Transdressing. Ouais. Maintenant, on est une équipe de 4, le transdressing. Moi, j'ai un peu pris du recul parce que, comme je disais tout à l'heure, la dépression, tout ça. Mais ça continue d'avoir lieu. Et
je voulais juste souligner que c'est un moment, c'est une journée que je trouve assez précieuse parce que c'est un moment où donc on se retrouve en non-mixité entre personnes trans, non-binaires, intersexes ou en questionnement. Et vraiment, on ne fait pas de jugement à la porte, on va pas dire toi tu rentres pas. On donne cette information aux gens et les gens, en autodétermination, décident si elles sont légitimes à rentrer ou pas. Et vraiment, nous, on n'est pas la police du genre, donc on n'empêche personne de rentrer. Du coup, c'est quand même une journée où j'ai vu des personnes essayer leur première robe, leur première chaussure à talons, où on repère des choses qui ne sont pas forcément pour nous et on va dire « Ah tiens, j'ai repéré un truc qui est trop petit pour moi ou juste pas dans mon style, tiens, tu devrais l'essayer. » Et il y a beaucoup d'interactions comme ça où c'est très boostant et ça fait du bien et ça permet, moi je trouve que ça m'a aidé aussi dans ma transition. Je comprends. C'est vrai que quand j'ai commencé la mienne il y a déjà 10 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément, j'ai pas eu forcément, je crois qu'au centre LGBT de Nantes, comme j'étais à Nantes, je crois que ça arrivait peut-être une fois, mais c'était juste de temps en temps, et puis c'était assez rare. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même plus d'événements qui sont organisés maintenant, mais qu'il y a 10 ans. C'est sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est super chouette comme initiative et je pense que s'il y a d'autres villes qui nous écoutent aussi, faites de même. Voilà. Ah oui, carrément. Hein, je sais qu'il y en a au moins une ville où il y en a d'autres. C'est Dieppe. En Normandie, c'est mon ami Joe qui a repris le concept et qui organise ça à Dieppe. Et voilà, s'il y a d'autres, s'il y a des personnes qui veulent aussi monter ça, qui nous écoutent, faites-vous plaisir. Et quels sont tes projets actuels et tes projets futurs ? Alors mes projets actuels et projets futurs, donc on a parlé du transdressing. On a parlé du collectif Titre. Oui. Il va me rester les projets de théâtre. Oui. Donc, je mets en scène. J'ai un projet de théâtre en ce moment en cours. Je mets en scène un seul en scène qui est une adaptation du Horla de Maupassant. Ok. Ouais. Donc, qui est une nouvelle fantastique. Je mets en scène ça. On va jouer la saison prochaine. Pour l'instant, on a 2 théâtres intéressés à Lyon. Voilà, donc il y aura à Gendarme le 31 octobre, 30 et 31, et normalement au TH Métro sur d'autres dates que je n'ai pas encore. Et sinon, moi j'ai un seul en scène que je joue en drague en tant que Tata Manulida qui s'appelle Travelotte, travelo.te. C'est une forme c'est pour se réapproprier un peu cette insulte aussi, qui est un seul en scène d'à peu près 1 heure, un peu moins, qui va parler de l'expérience de personnes trans, de personnes harcelées, de genre, de plein de choses un peu difficiles, mais j'essaie de le faire avec humour et poésie. Et donc ça, il y a eu la première au Café Rosa le 3 mai, si je ne m'abuse. C'était ça. Et là, on rejoue, parce que j'ai un metteur en scène, donc, qui est Alexia Richard. Et on joue le 20 juin au Rita Plage. Ok, super. Voilà. On joue le 25 juillet en Ardèche, dans un festival qui s'appelle le Festival Château Pleine Lune. Et on va jouer le 5 septembre à la Galerie du Boscope, donc là où avait été organisée la première de Titre, parce que j'organise du coup une exposition. J'ai pas encore toutes les infos, mais j'organise une expo avec que des artistes trans, notamment sur les corps trans. Okay. Et pour le vernissage, le 5 septembre, je vais jouer Travelotte. Ok, super. Donc plein de belles échéances à venir. Du coup, pareil, je vais mentionner toutes les dates dans le résumé de la vidéo YouTube et puis aussi sur Instagram, bien sûr. Ok.
Enfin, si tu m'autorises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne demande que ça. Faisons la promo. Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer dans le drag ou dans la comédie C'est deux choses très différentes. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui se recoupent, hein, mais je sais pas si je suis vraiment en position de donner des conseils à des personnes qui se lancent, parce que moi-même, je suis jeune artiste. Vis-à-vis de ton expérience personnelle, tu vois. C'est... Dans le drag, en tout cas, je dirais qu'il faut s'entourer. Faut pas hésiter à aller demander des conseils. Alors après, on sait qu'il y a certaines dragues qui reçoivent beaucoup de sollicitations de la part de jeunes artistes qui veulent se lancer, mais je pense qu'il faut expérimenter chez soi et se dire que ce ne sera pas parfait quand on va monter sur scène pour la première fois. Moi, je montre avec beaucoup de fierté la photo de mon premier maquillage de scène, qui honnêtement était mauvais. Mais j'ai osé monter sur scène avec ce truc et je me suis quand même éclaté. Et en fait, le public du drag est un public très soutenant. Et du coup, faut pas hésiter à y aller, parce qu'en fait, on a des costumes, on a du maquillage, on a des tripes, on dit des choses. Vraiment, on est... on n'a pas que... et il n'y a pas besoin... On voit beaucoup de drag parfait à la télé. Et j'aime pas le drag parfait. J'aime bien que ce soit un peu cracra. Et voilà. Puis je pense qu'aussi faire du drag, c'est pas forcément pas forcément faire le maquillage parfait aussi, c'est justement s'exprimer sur scène, faire peut-être ressentir des émotions à ton public, tu vois. 100%, ouais. Et donc peut-être le plus important, c'est aussi que les gens s'éclatent, et puis que l'artiste s'éclate aussi. C'est ça en fait. C'est un art. J'aime pas ce mot. Je vais dire amateur, mais c'est pas un mot que j'aime utiliser comme ça. Mais c'est pour dire que c'est on va dire non professionnel. Je préfère. C'est un art non professionnel, dans le sens où on est beaucoup. Il y a quelques professionnels. Moi-même, je suis pas professionnel du drag, parce qu'en fait, j'en vis pas. Donc en fait, faut pas hésiter à se lancer. Le public est très soutenant, et en fait, c'est en faisant qu'on devient forgeronne et qu'on s'améliore, quoi. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre votre collectif drag ? Alors, rejoindre le collectif, en tout cas, nous contacter, c'est titre.dragbarret, tout attaché, sur Instagram. Après, en ce moment, en fait, pour l'instant, on recrute pas, avec des gros guillemets, parce qu'on est encore en recherche d'un lieu. Mais par contre, effectivement, on essaye toujours. Une des choses importantes, justement, depuis la première édition, c'était d'avoir des personnes qui fassent leur première scène. Ouais. Et que ces personnes, elles soient rémunérées la même chose que les autres. Parce que trop souvent, on voit des scènes ouvertes, avec des gros guillemets aussi, où c'est pas payé, ou alors c'est moins payé que les guests. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Et du coup, nous, on fait une rémunération égale entre tout le monde. D'accord. Ouais, je comprends. C'est vrai que mettre tout le monde sur le même niveau, puis loger à la même enseigne, quoi. C'est ça. C'est pas parce que tu débutes que t'as pas fourni moins de travail. Donc pourquoi tu devrais être moins payé ? Tout à fait. Et puis il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce que j'ai, notamment dans le drag, et puis même dans les maquillages, dans la préparation, c'est qu'il y a un vrai soutien entre drag. J'ai jamais senti ce côté malsain, compétition, il peut exister. Et, si tu regardes un peu Drag Race, t'as certaines personnes qui y sont plus sujettes. Et... Je parle en tout cas sur les scènes que j'ai vues à Lyon. Je trouvais, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça, en tout cas sur Lyon. Alors après, j'imagine qu'à la télé, avec Drag Race, oui, avec la compétition, parce que c'est une compétition aussi. Donc j'imagine qu'il y a un peu de... voilà, un peu comme les Miss, quoi, Miss France et tout ça, quoi.
Après, j'imagine qu'il y a toujours du drama. Ouais. Mais personnellement, je ne me tiens pas près du drama. Donc je suis pour se soutenir et justement donner des plateformes aux nouvelles artistes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi, ce sera tata.manulida sur Instagram. J'ai cité le titre Drag Barret, le transdressing, mais voilà. Ok. Super, mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et, avec plaisir. Et l'heure, elle est passée trop vite. Oui, Voilà. je crois que j'ai encore plein de choses à dire. Tu vois, je pensais qu'on allait devoir meubler et pas du tout. Mais, on pourra meubler sur une prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Eh ben, un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite sur les antennes de Radio Canu 102.2 FM. Et n'hésitez pas à aller, je vais y arriver, sur l'Instagram de Transculture pour retrouver toutes les informations et le replay qui sera disponible sûrement ce week-end. Okay. Sur la chaîne YouTube de Transculture. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Excellent. Et on termine avec le dernier titre, avec l'outro, avec She et le titre Gum.